Imaginez un monde où la grandeur humaine défiait le temps, où d'immenses statues, des temples majestueux et des jardins suspendus semblaient toucher le ciel. Ces monuments, aujourd'hui disparus pour la plupart, étaient les témoins d'une ambition sans limite, de civilisations prêtes à mobiliser des milliers d'hommes pour laisser une trace éternelle. Mais que savons-nous vraiment de ces merveilles antiques ? Quelles histoires cachent-elles derrière leurs pierres effondrées et leurs légendes ? Les 7 merveilles du monde antique représentent un ensemble d'ouvrages d'une remarquable ingéniosité, édifiés durant l'Antiquité par diverses civilisations méditerranéennes. Ces constructions ont été célébrées à la fois pour leur dimension esthétique et pour leur symbolique, incarnant les prouesses techniques et les valeurs culturelles de leur époque. Il convient de souligner que ces 7 merveilles ont disparu dans leur forme originelle, laissant derrière elles un héritage qui fascine encore aujourd'hui. La liste traditionnellement retenue regroupe la grande pyramide de Gizeh, les jardins suspendus de Babylone, la statue de Zeus à Olympie, le temple d'Artémis à Éphèse, le mausolée d'Halicarnasse, le colosse de Rhodes et le phare d'Alexandrie. Ces édifices ne constituent pas un inventaire exhaustif des réalisations anciennes, mais plutôt un condensé des œuvres qui ont marqué les esprits par leur grandeur et leur originalité. Chacun d'eux reflète un savoir-faire local et des objectifs spécifiques, qu'ils soient cultuels, funéraires ou utilitaires. La grande pyramide de Gizeh est la seule merveille encore perçue dans son intégralité. Construite en Égypte vers la fin du 3e millénaire avant notre ère, elle servait de tombeau au pharaon Khéops. Sa conception requit une précision remarquable dans l'alignement et la taille des blocs de pierre, ainsi qu'une organisation sociale exceptionnelle pour mobiliser une main-d'œuvre nombreuse. Plus qu'un simple tombeau, elle symbolise la puissance divine du souverain et sa destinée éternelle. Les jardins suspendus de Babylone, bien que leur existence exacte fasse l'objet de débats parmi les spécialistes, représentent un exemple fascinant d'ingénierie ancienne supposée avoir été réalisée sous le règne du roi Nabuchodonosor II. Ils étaient conçus pour recréer un paysage naturel en milieu urbain avec des terrasses plantées d'arbres, de fleurs et d'arbustes, irrigués grâce à un système hydraulique complexe. Ces jardins témoignent de la recherche d'harmonie entre nature et architecture, ainsi que du souci esthétique des Babyloniens. La statue de Zeus à Olympie, œuvre du sculpteur Phidias au 5e siècle avant notre ère, était consacrée au dieu suprême de la mythologie grecque. Cette statue colossale en ivoire et or occupait le sanctuaire d'Olympie et incarnait à la fois la dévotion religieuse et le raffinement artistique. Sa disparition est liée aux troubles politiques et aux incendies qui ont affecté la région. Mais les descriptions antiques laissent entrevoir la magnificence de cette œuvre. Le temple d'Artémis à Éphèse, remarquable par son aménagement monumental et ses sculptures, était dédié à la déesse de la chasse et de la nature. Construit et reconstruit à plusieurs reprises, il symbolisait la prospérité de la cité d'Éphèse, ainsi que la piété collective de ses habitants. Sa destruction progressive illustre la fragilité des manifestations architecturales face aux aléas historiques tels que les invasions et les catastrophes naturelles. Le mausolée d'Halicarnasse, commandé par Artémis II en mémoire de son époux Mosol, servait de tombeau monumental alliant influences grecques et orientales. Ce monument funéraire fut célébré pour son équilibre esthétique et la qualité des sculptures qui l'ornait. Il illustre la volonté de perpétuer un souvenir durable grâce à l'art monumental, symbole à la fois de pouvoir politique et d'attachement personnel. Le colosse de Rhodes, statue gigantesque du dieu Hélios, dressée à l'entrée du port de Rhodes au IIIe siècle avant notre ère, témoigne du sens de la grandeur et de la compétence technique des Rhodiens. Sa construction fut entreprise pour commémorer la victoire sur un siège militaire, incarnant la puissance civile et militaire de la cité. Sa chute, provoquée par un tremblement de terre, souligne la vulnérabilité des édifices même les plus impressionnants. Le phare d'Alexandrie, édifié sur l'îlot de Pharos au IIIe siècle avant notre ère, constitue un exploit d'architecture et de technologie destiné à guider les navires dans le port animé d'Alexandrie. Sa hauteur imposante et son système lumineux
en faisait un des premiers exemples de phare maritime, combinant utilité pratique et prouesse visuelle. Sa destruction progressive, due à des séismes, marque la fin d'un symbole de sécurité et d'innovation. Ces 7 merveilles constituent un témoignage précieux de la diversité et de la richesse des civilisations antiques. Elles illustrent des approches variées de l'esthétique et de la fonction architecturale, ainsi qu'un lien profond entre art, religion et pouvoir. La fascination qu'elles exercent ne se limite pas à leur aspect matériel, mais s'étend à leur aura historique et mythologique, toujours vivante à travers les récits et les études contemporaines. Au fil des siècles, ces monuments ont alimenté l'imaginaire collectif, influençant l'art, la littérature et la recherche archéologique. Leur étude mêle l'analyse des vestiges, l'examen des sources anciennes et l'interprétation des légendes, offrant une perspective multidimensionnelle sur l'Antiquité. Ces merveilles témoignent ainsi de la capacité humaine à concevoir des œuvres durables, mêlant technique, esthétique et signification symbolique. Dans ce contexte, il est important de considérer que ces constructions ne sont pas des objets isolés, mais des éléments intégrés dans des environnements culturels et géographiques spécifiques. Chacune traduit une vision du monde et un contexte politique particulier, témoignant des échanges et influences entre peuples et des évolutions culturelles propres à chaque région. La disparition physique de ces merveilles ne diminue pas leur portée culturelle et historique. Elles continuent à susciter la curiosité et la recherche, invitant à la réflexion sur les conditions qui permettent la réalisation de telles œuvres et sur leur transmission à travers les âges. Leur mémoire constitue un pont entre le passé lointain et notre présent, révélant l'importance des patrimoines immatériels associés. L'étude des 7 merveilles du monde antique ouvre ainsi une fenêtre sur les ambitions, les croyances et les savoirs des sociétés anciennes. Elle permet de mieux comprendre les mécanismes qui gouvernent la création artistique et architecturale dans des contextes très différents du nôtre, tout en enrichissant la connaissance globale des cultures originelles. Cette introduction pose les bases nécessaires pour aborder plus en détail chacune de ces 7 merveilles, en explorant leurs caractéristiques propres, leur genèse, leur contexte historique et les causes de leur disparition. Cette démarche offre une vision complète et équilibrée, susceptible d'alimenter la réflexion tant sur l'Antiquité que sur la pérennité des œuvres humaines. Passons maintenant à l'analyse spécifique de la Grande Pyramide de Gizeh. Première merveille et témoignage majeur de l'Égypte antique, dont la construction et la symbolique restent encore aujourd'hui un sujet d'étude fascinant et riche en enseignements. La Grande Pyramide de Gizeh. La construction de la Grande Pyramide de Gizeh représente une réalisation architecturale hors du commun, témoignant de la maîtrise technique et de la puissante organisation sociale de l'Égypte ancienne. Cette pyramide, érigée pour servir de tombeau au pharaon Khéops, s'impose par ses dimensions impressionnantes et par sa longévité remarquable, qui en font la seule des 7 merveilles antiques à avoir traversé les millénaires jusqu'à nos jours. Son édification s'est déroulée au cours du règne de Khéops, approximativement au milieu du 3e millénaire avant notre ère, soit il y a plus de 4500 ans. L'architecture de la pyramide illustre une harmonie rigoureuse entre design et fonction. Initialement haute de 146 mètres, elle s'élève aujourd'hui à environ 130 mètres en raison de l'érosion et du pillage des pierres de revêtement. Chacune de ses faces, orientée selon les points cardinaux, forme un triangle parfait convergeant vers un sommet qui symbolisait l'ascension du pharaon vers le divin. La base carrée couvre une surface d'environ 50 000 mètres carrés, et pour sa construction, il a fallu mobiliser une main-d'œuvre conséquente, organisée avec une précision remarquable. La pierre calcaire utilisée provient de carrières proches, et les blocs, dont certains pèsent plusieurs tonnes, ont été transportés via le Nil. Les techniques employées demeurent sujettes à recherche, mais il est admis que des rampes temporaires ont permis l'élévation progressive des éléments massifs. Des archéologues estiment que la durée de construction a oscillé entre 20 et 30 ans, nécessitant un travail continu par des équipes d'ouvriers qualifiés et de spécialistes.
Le rôle funéraire de la pyramide revêt une importance capitale dans la culture égyptienne. Elle abritait la chambre sépulcrale du pharaon, pensée pour préserver son corps, ainsi que les objets nécessaires à son existence dans l'au-delà. Cette fonction intègre la conception égyptienne du Ka, l'esprit vital, qui doit retrouver le corps pour assurer une vie éternelle. Le monument joue donc un double rôle. Il est à la fois une demeure pour le défunt et un symbole politique attestant de la puissance divine du roi sur terre. L'intérieur de la Grande Pyramide est constitué de plusieurs chambres et passages complexes, dont la chambre du roi, creusée dans le granit rose, se distingue par sa simplicité apparente, mais par sa robustesse exceptionnelle. Ces espaces sont alignés avec des corrections précises, indiquant un savoir astronomique avancé chez ses bâtisseurs. Par ailleurs, la pyramide comporte une série de conduits qui pourraient avoir servi à des pratiques rituelles ou à une ventilation sophistiquée. Les tentatives de pénétrer dans cette structure ont longtemps été limitées par la difficulté d'accès et la volonté probable des anciens Égyptiens d'empêcher toute profanation. Néanmoins, au fil des siècles, la pyramide fut l'objet de fouilles répétées qui ont permis de mieux comprendre son assemblage et de découvrir des inscriptions inédites relatives à son histoire. Ces recherches ont également attiré l'attention sur l'évolution des techniques de construction, depuis les premières pyramides égyptiennes jusqu'à cette œuvre magistrale. Le statut de la pyramide en tant que merveille du monde est justifié non seulement par sa grandeur physique, mais aussi par son impact culturel. Elle symbolise la capacité des civilisations anciennes à dépasser des limites techniques pour réaliser des projets monumentaux qui ont traversé le temps. L'édifice demeure une source d'inspiration pour les architectes et les historiens, tout en suscitant fascination et respect pour les sociétés qui l'ont érigé. À travers les siècles, la Grande Pyramide de Gizeh a subi des transformations diverses. La plupart des pierres de revêtement lisses ont disparu, utilisées à d'autres fins ou détériorées par l'environnement. Cependant, la structure principale résiste, démontrant la solidité de l'ingénierie égyptienne. Des études récentes confirment que les matériaux, conjugués à l'orientation et à la forme, contribuent à la stabilité exceptionnelle du monument. Alors que les autres merveilles antiques furent détruites par des catastrophes naturelles ou des conflits, la pyramide survécut à maintes épreuves, témoignant d'une œuvre qui dépasse les contingences historiques. Ce fait seul confère à ce tombeau une aura singulière qui continue de captiver les mondes scientifiques et artistiques. Sa fonction originelle de sépulture se transpose ainsi en une présence immuable au cœur du patrimoine mondial. Les symboles gravés et la composition même de la tombe invitent à une lecture multiple, où la religion, le pouvoir politique et l'art s'entremêlent. La pyramide est autant un monument funéraire qu'un manifeste politique destiné à affirmer la divinité du pharaon et sa domination terrestre. Ce contexte renforce l'importance du site, qui constitue, au-delà de sa majesté physique, un témoignage fondamental de la civilisation égyptienne. La précision des mesures employées dans l'alignement et l'orientation de la pyramide suggère une connaissance approfondie de l'astronomie et des mathématiques, domaine particulièrement développé en Égypte antique. Cela explique en partie la longévité de la structure et son rôle de repère historique et culturel, ainsi que de guide pour les générations futures désireuses de comprendre les racines de la construction monumentale. Enfin, le rôle de ce monument dépasse la simple fonction funéraire, car il est devenu un symbole universel de la quête humaine pour la grandeur et l'éternité. Que ce soit dans les études archéologiques ou dans l'imaginaire collectif, la Grande Pyramide continue d'être une source de fascination constante, transcendant les limites de temps et d'espace. Un emblème incontournable de l'histoire ancienne. La complexité de sa construction, son gigantisme et son rôle symbolique la distinguent de toutes les autres constructions contemporaines. Malgré son âge avancé, elle demeure un sujet d'étude permanent, avec de nouvelles découvertes à chaque avancée scientifique, confirmant sa place unique parmi les miracles de l'Antiquité. Son étude offre une fenêtre sur l'esprit des anciens Égyptiens, mettant en lumière leur capacité à combiner art, science et spiritualité.
C'est dans ce contexte que l'on peut aborder les merveilles suivantes. Témoins du génie de civilisations multiples, chacune apportant sa contribution distinctive à l'histoire humaine et artistique. Elles soulignent l'importance de préserver ces patrimoines, source d'enrichissement culturel et historique dont la Grande Pyramide est la figure la plus emblématique et la plus durable. Les jardins suspendus de Babylone. Ces jardins sont décrits comme un véritable exploit d'ingénierie et d'architecture, combinant végétation luxuriante et structures conçues pour défier la sécheresse et la chaleur du désert. Les chroniqueurs anciens évoquent des terrasses superposées, cultivées de manière à offrir une impression de flottement dans les airs, ce qui explique l'appellation « suspendue ». Cette construction aurait nécessité un système d'irrigation sophistiqué, capable de pomper l'eau du fleuve Euphrate pour alimenter les cultures. Un réseau de mécanismes hydrauliques qui fascine encore aujourd'hui les historiens. La disposition des plantes sur plusieurs étages crée l'image d'une oasis suspendue, symbole de l'harmonie entre nature et savoir-faire humain. Sur le plan culturel, les jardins incarnent une expression frappante du pouvoir et de la richesse des rois néo-babyloniens, notamment Nabuchodonosor II, à qui certains attribuent l'initiation des travaux qui auraient abouti à leur réalisation. Cette ambition de jouer avec la nature et de bâtir un lieu d'exception reflète une volonté politique de légitimation et d'affirmation du prestige. Par ailleurs, les jardins auraient eu une fonction rituelle et symbolique évoquant le paradis terrestre dans la tradition mésopotamienne et inspirant la beauté et la fertilité éternelle, marquant ainsi une rencontre entre art, religion et politique. Néanmoins, l'absence de vestiges matériels soulève des questions sur l'existence concrète des jardins. Les textes antiques, écrits plusieurs siècles après l'époque supposée de leur construction, laissent place à l'interprétation. Certains historiens contemporains suggèrent que les descriptions pourraient résulter de méprises ou de mélanges entre plusieurs sites, voire d'une création purement littéraire, issue du besoin de représenter un idéal de la royauté et du pouvoir. Ainsi, les jardins suspendus s'inscriraient autant dans le domaine du mythe que dans celui de l'histoire, traduisant un imaginaire collectif ancien. L'importance des jardins suspendus dépasse leur caractère matériel. Leur récit illustre la manière dont les sociétés anciennes conceptualisaient et représentaient la nature face aux défis climatiques. Ils traduisent une aspiration universelle à transformer l'environnement pour créer espace de beauté, de fraîcheur et de sérénité, des qualités essentielles dans une région où l'aridité c'est la règle. Ceci explique pourquoi, malgré leur probable disparition, leurs légendes perdurent et fascinent encore. En dépit des efforts d'archéologues et des investigations scientifiques récentes, aucune trace définitive n'a été découverte. Toutefois, des fouilles dans la région évoquent l'existence de constructions complexes avec des systèmes d'irrigation élaborés. Il est possible que ces éléments soient reliés au jardin ou qu'ils témoignent d'autres réalisations contemporaines qui alimentèrent la légende. La difficulté d'explorer ces zones, parfois menacées par les conflits et les conditions naturelles, contribue à maintenir l'énigme intacte. De surcroît, les représentations artistiques rapportées par les voyageurs et historiens anciens, comme Strabon ou Philo de Byzance, participent à la compréhension partielle de ce monument. Leurs écrits insistent sur la splendeur esthétique, louant la maîtrise technique nécessaire pour entretenir un tel ensemble vivant, et sur l'impression d'émerveillement procuré. Ces témoignages littéraires restent précieux malgré leur caractère subjectif ou second main, apportant un éclairage sur la manière dont les jardins furent perçus dans l'Antiquité. Cet ensemble complexe, quoique hypothétique, représente une source importante pour étudier les interactions entre environnement, technologie et symbolique dans le monde ancien. Il illustre en effet la capacité des civilisations à concevoir des espaces innovants, pensés pour conjurer les limites naturelles tout en valorisant un héritage légendaire. La fascination autour de ces jardins réside autant dans leur beauté imaginaire que dans le défi posé à la nature désertique,
traduisant ainsi une quête esthétique et spirituelle. Au-delà du contexte mésopotamien, les jardins suspendus ont influencé l'art et la pensée à travers les siècles. Leur image a fertilisé les représentations de jardins idéaux et d'espaces paradisiaques, nourrissant la littérature, la peinture et l'architecture jusqu'à nos jours. Cette permanence témoigne de la force symbolique des jardins comme métaphore de l'harmonie parfaite entre l'homme et la nature. Thème universel et éternel que multiples cultures ont repris. En conclusion, bien que la forme précise et la localisation exacte des jardins suspendus de Babylone restent incertaines, leur portée historique et culturelle est indéniable. Ils incarnent une combinaison fascinante de techniques anciennes, d'ambitions royales et d'imaginaire mythologique, qui continuent de susciter intérêt et admiration. Leur mystère invite à la poursuite des recherches et à la réflexion sur la manière dont les anciens percevaient et transformaient leur environnement. Cette réflexion ouvre la voie à l'exploration d'autres merveilles anciennes, où histoires tangibles et légendes se mêlent également, comme le phare d'Alexandrie qui a guidé les marins dans l'obscurité de la mer Méditerranée. La statue de Zeus à Olympie. La création de la statue de Zeus à Olympie représente un moment remarquable de l'art grec antique. Conçue par Phidias, sculpteur renommé du 5e siècle avant notre ère, elle fut érigée dans le temple dédié à Zeus, le dieu principal du panthéon olympien. Cette œuvre monumentale incarnait à la fois la puissance divine et la maîtrise technique de son auteur. Le choix des matériaux illustrait parfaitement cette ambition. L'ivoire apportait une blancheur éclatante aux parties visibles de la statue, tandis que l'or rehaussait les ornements et les attributs sacrés. Le sanctuaire d'Olympie, où se trouvait cette statue, était un lieu de grande importance religieuse et sociale. Chaque année, il accueillait les Jeux olympiques, événement panhellénique qui rassemblait des athlètes et spectateurs de toute la Grèce. La statue de Zeus jouait un rôle central dans ce contexte, symbolisant la protection divine sur les compétitions et la fertilité du territoire. Sa majesté transcendait la beauté artistique, servant également de modèle moral et spirituel pour les visiteurs et les habitants. Le projet accompli par Phidias demanda plusieurs années de travail et mobilisa d'importantes ressources. Le sculpteur devait non seulement créer une représentation idéale de Zeus, conforme aux canons esthétiques de l'époque, mais aussi intégrer des éléments iconographiques précis, tels que le trône richement décoré et les attributs du dieu, notamment la foudre et la couronne d'olivier. Chaque détail fut pensé pour renforcer l'impression de majesté et d'autorité divine. Les proportions de la statue étonnaient par leur harmonie, traduisant une réflexion approfondie sur l'équilibre entre grandeur humaine et divinité. La fonction première de la statue dépassait largement l'aspect esthétique ou décoratif. Elle constituait une icône, objet de vénération et de méditation religieuse, incarnant la présence spirituelle de Zeus parmi les hommes. Le temple dans lequel elle était installée, avec ses colonnes doriques et ses proportions imposantes, formait un écrin parfait, accentuant la solennité du lieu et la charge symbolique de l'image divine. La statue offrait ainsi un point focal pour les rites, les prières et les offrandes dédiées aux dieux. Malheureusement, la statue de Zeus à Olympie ne nous est pas parvenue intacte. Les témoignages historiques suggèrent qu'elle fut détruite par un incendie au IVe siècle. Cependant, la mémoire de cette œuvre demeura vivace à travers les descriptions de nombreux auteurs antiques, notamment Pausanias, qui en fit une description détaillée dans ses écrits. Ces récits permettent de restituer l'importance culturelle de la statue et son impact durable sur la tradition artistique occidentale. L'analyse des matières utilisées dans la statue révèle une compréhension avancée des techniques de l'époque. L'ivoire, précieux et difficile à travailler, nécessitait un savoir-faire exceptionnel pour le modelage de la peau divine, confiant une apparence presque vivante au visage et aux mains. L'or martelé fut appliqué en feuilles minces, assurant une brillance durable tout en évitant l'excès de poids. Ces choix reflètent à la fois la richesse du sanctuaire
et la volonté de magnifier la représentation du Dieu suprême. Le contexte religieux dans lequel s'inscrivait cette statue soulignait l'interconnexion entre l'art, la foi et la vie civique. Olympie était un lieu de convergence des croyances communes à toute la Grèce. Et la statue concentrait cette unité sous une figure tutélaire. Les visiteurs, en contemplant le monument, ressentaient la puissance intangible d'un ordre sacré, renforcée par la majesté visuelle et la symbolique forte de l'œuvre. Ce lien intangible entre image et divinité assurait la pérennité du culte rendu à Zeus. La réalisation de la statue à une échelle aussi imposante nécessita une organisation logistique importante. Les ateliers de Phidias rassemblaient des artisans spécialisés dans la sculpture, le travail du métal et le polissage. La coordination des différentes étapes de fabrication fut cruciale pour maintenir l'harmonie des proportions et garantir la cohérence esthétique finale. Cette collaboration démontrait la capacité des Grecs anciens à concevoir des projets ambitieux conjuguant art et technique. La description antique souligne aussi le trône de la statue, orné de scènes sculptées représentant des épisodes mythologiques liés à Zeus. Cette iconographie riche ajoutait une dimension narrative à l'œuvre, transformant l'objet en un véritable livre visuel consacré à la divinité. La polychromie, utilisée en complément de l'or et de l'ivoire, accentuait les détails et la lisibilité des figures sculptées. Ainsi, la statue offrait une expérience esthétique et symbolique complète, marquant une étape majeure dans l'histoire de la sculpture. L'importance de cette œuvre ne se réduisait pas à son contexte local. La statue de Zeus à Olympie exerça une influence considérable sur les artistes et architectes des époques ultérieures. Elle devint un paradigme de la représentation divine, inspirant des copies et des réinterprétations dans différentes régions du monde grec. Cette transmission contribua à structurer les normes iconographiques liées à la figure de Zeus, consolidant son image dans l'imaginaire collectif. Par ailleurs, ce sanctuaire illustrait aussi la fonction sociale du culte religieux dans la Grèce antique. La statue était un vecteur d'unité politique et culturelle, rassemblant les cités autour d'un symbole partagé. Les Jeux olympiques, en tant que manifestation majeure de cette unité, trouvaient en la statue un repère symbolique fort, suscitant respect et recueillement. Cette dimension collective renforçait la place centrale de la religion dans les affaires de la cité et la vie quotidienne. La perte de la statue constitue une des grandes tragédies patrimoniales de l'Antiquité. Malgré cela, la documentation subsistante permet d'en saisir la grandeur et la portée. La combinaison de connaissances techniques et de significations religieuses pointe vers une civilisation profondément investie dans la création d'un art, à la fois esthétique et sacré. Cette œuvre demeure un symbole puissant de l'ambition artistique et spirituelle des Grecs anciens. Cette œuvre fut aussi un témoignage de l'habileté de Phidias, reconnu comme l'un des plus grands sculpteurs de son temps. Sa capacité à gérer une œuvre de cette taille et complexité atteste de ses talents de chef d'atelier et d'artiste. La statue représentait non seulement Zeus, mais aussi la virtuosité humaine, sublimée par la foi et la technique. Ce double aspect conféra à la statue une dimension universelle, dépassant la simple représentation religieuse. Enfin, la statue apportait une dimension pédagogique importante. En incarnant Zeus dans une forme tangible et accessible, elle facilitait la compréhension des croyances et des valeurs religieuses. La majesté de la figure encourageait la réflexion sur la justice, la puissance et la sagesse, traits attribués au Dieu suprême. Par cette représentation, les Grecs antiques trouvaient un moyen de matérialiser des concepts abstraits, rendant visible l'invisible. Le sanctuaire d'Olympie, avec sa statue de Zeus, formait donc un ensemble cohérent, où les éléments architecturaux, artistiques et religieux s'harmonisaient. Cette unité renforçait l'impact spirituel et symbolique du lieu, créant une expérience immersive pour les fidèles. La statue constituait le point culminant de cette expérience, offrant une image saisissante de la divinité. Il revenait à chaque spectateur d'en percevoir la signification profonde. Les prêtres supervisant le culte
jouaient un rôle fondamental dans la préservation et la valorisation de la statue. Ils assuraient les rituels et veillaient à la maintenance des ornements et des matériaux précieux. Leur fonction perpétuait la tradition religieuse et garantissait la pérennité de l'œuvre à travers les siècles. Cette continuité témoigne de l'importance accordée à l'art comme vecteur de la foi. En somme, la statue de Zeus à Olympie incarne un sommet de la sculpture antique mêlant savoir-faire technique, richesse symbolique et dévotion religieuse. À travers elle, se dévoile la complexité d'une civilisation cherchant à exprimer par l'image son rapport au divin. Sa mémoire invite à contempler la manière dont l'art peut transcender le temps et les pertes, demeurant une source d'inspiration et de connaissance. Ce récit se poursuit à présent en explorant un autre des 7 merveilles, l'impressionnante pyramide construite pour le pharaon Khéops, exemplaire d'ingéniosité et de force. Le temple d'Artémis à Éphèse. Le temple fut conçu comme une immense structure colossale, reposant sur une base rectangulaire d'environ 120 mètres de long pour 60 mètres de large. Sa disposition en périptère impliquait une rangée de 102 colonnes ioniques qui entouraient l'édifice, offrant à la fois un soutien architectural et une esthétique raffinée. Ces colonnes étaient sculptées dans un marbre d'une grande qualité, leur cannelure accentuant la verticalité et une impression de légèreté malgré la solidité apparente. Au centre, la cella abritait une statue monumentale d'Artémis, réalisée vraisemblablement par le sculpteur grec Scopas, bien que des débats subsistent sur l'auteur exact. Le décor du temple témoignait d'un savoir-faire artistique d'une grande richesse. Les frontons et les métopes étaient ornés de sculptures illustrant des scènes mythologiques en relation avec la déesse. À l'intérieur, des frises racontaient les exploits d'Artémis et des légendes grecques communes, renforçant ainsi le caractère sacré et didactique du lieu. L'abondance des ornementations murales, associée à la majesté des colonnes, faisait de ce temple un centre artistique majeur, inspirant de nombreux autres édifices à travers le monde grec antique. Ce sanctuaire jouait un rôle central dans la vie religieuse d'Éphèse. Il accueillait des milliers de fidèles et de pèlerins venus de différentes régions, attirés à la fois par la puissance spirituelle d'Artémis et par la renommée architecturale du temple. Les célébrations religieuses comprenaient des rituels complexes, des sacrifices et des processions solennelles qui symbolisaient le respect envers la nature et l'ordre cosmique. Ce rite avait pour but de renforcer la paix et la prospérité à la fois pour la cité et ses habitants, soulignant ainsi le lien profond entre la religion et la vie politique. L'influence artistique et culturelle de ce temple s'étendait bien au-delà d'Éphèse. Il constituait une véritable source d'inspiration pour les artistes, les architectes et les sculpteurs qui visitaient la région. Plusieurs de ces éléments stylistiques, comme les colonnes ioniques particulièrement élancées et la richesse des motifs décoratifs, furent repris et adaptés dans toute la Grèce et ses colonies. Ce phénomène illustre parfaitement la manière dont l'architecture religieuse pouvait servir de vecteur à la diffusion des styles artistiques et des symboles sacrés dans le monde gréco-romain. Malgré son importance majeure, le temple connut diverses destructions au fil des siècles. La première fut causée par un incendie au IVe siècle avant notre ère, attribué à un acte de vandalisme conscient ou accidentel. Suite à cet événement, le sanctuaire fut reconstruit dans des proportions similaires, témoignant du souci constant de maintenir le lieu en fonction et d'honorer la déesse. Par la suite, des tremblements de terre endommagèrent à plusieurs reprises ses fondations, affectant l'intégrité de la structure et obligeant régulièrement à des travaux de restauration. Finalement, l'effondrement définitif du temple intervint lors des invasions gothiques au IIIe siècle de notre ère. À cette époque, la conquête et le déclin des activités religieuses traditionnelles entraînèrent la perte de nombreux monuments anciens. Les matériaux précieux furent souvent pillés, les sculptures détruites ou dispersées, et le site perdit son statut de lieu sacré. Cela explique pourquoi, aujourd'hui, il ne reste que des vestiges fragmentaires,
malgré les fouilles archéologiques qui ont permis de mieux comprendre sa configuration et son importance. Ce passage sur le temple d'Artémis introduit naturellement la découverte d'un autre monument remarquable, dont la splendeur et la portée culturelle poursuivent la célébration du génie humain dans le domaine de la création architecturale et religieuse, le mausolée d'Halicarnasse. Cette tombe imposante mesurait environ 48 mètres de hauteur, sur une base rectangulaire, offrant une silhouette élancée, couronnée par une pyramide à degrés, elle-même surmontée d'un quadrige de chevaux sculptés en marbre blanc. La structure s'inscrivait harmonieusement dans son environnement, près de la mer Égée, offrant une visibilité remarquable depuis le port d'Halicarnasse. Cette position stratégique traduisait autant un hommage qu'une démonstration de pouvoir et de prestige. Les artistes engagés pour la réalisation du mausolée étaient de grands maîtres de la sculpture classique. Parmi eux, Scopas, Bryaxis, Léo Charès et Timothée contribuèrent à créer des frises et des statues évoquant des scènes de la mythologie grecque et des allégories de la puissance et de la souveraineté. Ces œuvres reflétaient non seulement les compétences techniques avancées des sculpteurs, mais aussi une profonde symbolique destinée à immortaliser Mosol et son règne. Dans sa conception, le mausolée innovait par la combinaison harmonieuse entre architecture et sculpture, mêlant des éléments décoratifs sculptés à grand relief à une structure architecturale bien proportionnée. Cette association créa une œuvre d'art globale, qui servait à la fois de tombeau et de manifeste visuel du statut social élevé de son occupant. La pyramide à degrés, peu fréquente dans la région, soulignait un lien avec des traditions plus anciennes, sans pour autant renier l'esthétique grecque dominante. La dimension symbolique s'accompagnait d'une fonction politique claire. En érigeant un tombeau aussi monumental, Artémise exprimait la continuité du pouvoir après la disparition de son mari. Inscrit dans la mémoire collective grâce à un monument visible de loin et destiné à résister au temps. Le mausolée devint ainsi un emblème régional, inspirant admiration et révérence, tout en affirmant le rôle de la dynastie carienne dans le bassin égéen. Malheureusement, le destin du mausolée fut marqué par une lente destruction. Au fil des siècles, les tremblements de terre, fréquents dans cette zone géographique, endommagèrent dangereusement la structure. Plusieurs secousses sismiques successives provoquèrent l'effondrement progressif des parties supérieures, notamment la pyramide et les statues qui la surmontaient. Ces catastrophes naturelles révélèrent toutefois la solidité initiale de la construction, qui demeura debout plus de 1000 ans. Les incursions des conquérants ultérieurs eurent aussi un impact négatif. Durant la période byzantine, certaines pierres furent réutilisées pour bâtir des fortifications, tandis que des pillards cherchaient à récupérer le précieux marbre blanc. Cette récupération progressive aggravait l'état du mausolée, entraînant une disparition partielle des décorations sculptées qui avaient tant fait sa renommée. La disparition totale du monument s'inscrit ainsi dans un contexte de transformation politique et culturelle. Toutefois, les vestiges retrouvés au XIXe siècle permirent de reconstituer l'apparence générale du mausolée et de mieux comprendre son importance. Des fouilles archéologiques menées à Bodrum, sur le site ancien d'Halicarnasse, révélèrent les fondations ainsi que des fragments sculptés exposés aujourd'hui dans différents musées. Ces découvertes fournirent une clé essentielle pour la connaissance du patrimoine architectural et artistique hellénistique. L'influence du mausolée d'Halicarnasse se perpétua à travers les siècles. Son nom devint un terme générique pour désigner tout monument funéraire somptueux, témoignant ainsi de sa reconnaissance universelle. Par ailleurs, la combinaison innovante d'éléments stylistiques inspira plusieurs constructions ultérieures, notamment dans l'Empire romain, qui emprunta des aspects décoratifs et structurels à ce modèle unique. Le mausolée reste également un objet d'étude essentiel pour comprendre les relations culturelles dans le bassin méditerranéen au cours de l'Antiquité tardive. Sa conception illustre les échanges entre Grecs, Perses et peuples locaux, symbolisant une période de syncrétisme artistique et politique. Cela fait de ce monument
une source précieuse pour les historiens et archéologues, révélant bien plus qu'un simple tombeau. Cette réflexion nous conduit à envisager la fragilité de ces chefs-d'œuvre à travers le temps, soumis aux forces naturelles et humaines, tout en soulignant la persistance de leur héritage. La mémoire du mausolée d'Halicarnasse s'inscrit donc dans une continuité complexe où le passé se transmet par des vestiges fragiles à travers les âges. L'étude attentive des ruines éclaire ainsi les dynamiques du monde antique. En reprenant cette exploration des merveilles disparues, il devient clair que l'éclat du mausolée ne réside pas uniquement dans sa grandeur matérielle, mais aussi dans ses répercussions culturelles et historiques qui perdurent. Ce monument nous invite à observer comment les sociétés anciennes investissaient leur création d'une double fonction, commémorative et politique, fondée sur une esthétique qui transcende le temps. Progressant dans ce parcours à travers les patrimoines, la connaissance acquise sur ce tombeau monumental nous prépare désormais à aborder un autre des 7 miracles antiques, lui aussi porteur d'une riche histoire et d'un symbolisme profond, tout en dévoilant à son tour les limites imposées par le temps. Le colosse de Rhodes. Le colosse de Rhodes, l'une des 7 merveilles du monde antique, symbolisait le pouvoir et la résilience de la cité de Rhodes. Cette immense statue représentait Hélios, le dieu grec du soleil, veillant sur l'île avec une présence imposante. Construite vers le IVe siècle avant notre ère, elle mesurait environ 33 mètres de haut, ce qui en faisait un colosse d'une grandeur exceptionnelle, imposant à la fois respect et admiration. Les origines de cette œuvre monumentale remontent à la victoire des Rhodiens sur le souverain macédonien Démétrios Poliorcète, après un siège qui avait duré près d'1 an. Pour célébrer leur triomphe et remercier Hélios de sa protection, les habitants décidèrent d'ériger une statue monumentale à l'image du dieu. Ce projet vise à incarner à la fois la puissance divine et l'identité collective de Rhodes en tant que centre culturel et commercial important de la Méditerranée. La réalisation de cette statue demeurait un exploit technique majeur pour l'époque. Depuis plusieurs années, artisans et ingénieurs travaillaient à cette tâche complexe, utilisant des techniques avancées de construction en bronze. La statue fut conçue sur une armature en fer et en pierre, tandis que les plaques de bronze finement martelées et soudées formaient la surface extérieure. La position même de Hélios, debout, ses pieds appuyés aux 2 bords du port, symbolisait la protection divine sur l'accès de la cité. Son implantation sur le promontoire naturel du port de Mandraki permettait au colosse d'être vu de très loin par tous les navires qui entraient ou quittaient l'île. Cette visibilité renforçait le rôle symbolique de la statue, qui paraissait unir ciel et mer dans un geste majestueux de bienvenue ou de protection. Cette présence marquait aussi la prospérité de Rhodes et son ouverture aux échanges maritimes et culturels avec d'autres civilisations. La statue fut érigée grâce à la mobilisation collective des ressources de la cité. Les matériaux utilisés, notamment le bronze provenant des armes capturées lors de la guerre contre Démétrios, témoignent d'un lien direct entre l'art, la politique et le pouvoir militaire. Les Rhodiens voulurent ainsi immortaliser leur héroïsme en un monument visible et durable, reflet d'un âge d'or marqué par le rayonnement culturel et l'influence économique. Malgré sa majestueuse apparence et sa solidité, le colosse de Rhodes ne devait cependant pas survivre aux forces de la nature. Environ 66 ans après sa complète construction, un violent tremblement de terre secoua l'île. Ce séisme, d'une intensité pour la région, provoqua la chute de la statue. Elle se brisa à sa base et s'effondra dans le port, réduisant à néant ce chef-d'œuvre de l'architecture et du symbolisme antique. Les décombres du colosse demeurèrent visibles pendant plusieurs siècles. Des voyageurs, y compris des auteurs antiques et médiévaux, décrivent encore ces restes couchés près du rivage, suscitant toujours l'émerveillement. Certains récits mentionnent aussi que la statue fut trop endommagée pour être restaurée. Selon la tradition, des tentatives furent envisagées, mais leur coût élevé et des signes divins présumés empêchèrent toute reconstruction. La disparition du colosse
signalait une rupture dans l'histoire des merveilles antiques. Elle soulignait la fragilité des réalisations humaines face aux événements naturels et à l'usure du temps. Pourtant, à travers les époques, cette statue géante resta gravée dans la mémoire collective comme un symbole puissant de la capacité humaine à joindre l'art et la foi en des formes grandioses. Sur le plan culturel, le colosse influença la représentation de la puissance divine dans l'art et l'architecture. Son image devint un modèle ou un point de référence évoqué dans de nombreuses œuvres ultérieures où la présence d'un géant protecteur est associée à la prospérité. Dans la conscience historique, il incarne aussi les limites entre le visible et l'éphémère, la grandeur et le déclin. Les techniques employées pour ériger un monument de cette taille témoignent également de l'ingéniosité des anciens. La construction fut un défi d'ingénierie où l'équilibre entre poids, résistance des matériaux et esthétique devait être soigneusement maîtrisé. Les artisans rhodiens réalisèrent une œuvre à la fois solide et artistique, combinant métaux et structures internes en une harmonie remarquable. Le choix de représenter Hélios n'était pas uniquement religieux, mais aussi politique. Ce dieu solaire incarnait la lumière, la vigilance et la puissance, autant de valeurs que la cité voulait projeter. En s'appuyant sur cette image divine, Rhodes affirmait sa souveraineté et sa stabilité, notamment dans un contexte méditerranéen marqué par des rivalités constantes. L'importance du colosse dépasse donc son statut de simple statue. Il illustre comment les hommes de l'Antiquité créaient des symboles durables à partir de convictions, d'exploits militaires et d'ambitions civiques. Ce lien entre architecture et identité collective demeure un thème essentiel pour comprendre la conception antique des merveilles. Le tremblement de terre qui détruisit la statue fit partie de l'histoire naturelle de l'île, démontrant que même les plus grandes constructions sont vulnérables. Les conséquences de ce sinistre furent nombreuses, affectant la vie économique et culturelle de Rhodes, tout en renforçant l'aura mythique du colosse, tombé mais non oublié. Au-delà de sa disparition physique, le colosse a ainsi permanemment influencé les récits sur les exploits humains et les prouesses artistiques. Son existence témoigne d'une époque où la fusion du pouvoir divin et du génie humain trouvait une expression tangible et impressionnante, captivant l'imaginaire pendant des siècles. Cette statue imposante rappelle aussi l'interdépendance entre art, religion et politique dans les civilisations antiques. Elle montre comment un effigie peut incarner bien plus qu'une simple représentation, servant de moyen de cohésion sociale et de projection d'identité collective à travers le temps. La mémoire du colosse de Rhodes inspire encore aujourd'hui des études sur l'architecture ancienne et les forces qui façonnèrent le monde méditerranéen. Sa reconstruction hypothétique demeure un sujet de fascination, où s'entrelacent science, histoire et conscience culturelle. Ainsi, ce monument est un jalon essentiel dans la compréhension des merveilles antiques. Le colosse marque aussi l'un des premiers exemples connus d'une sculpture monumentale conçue pour un lieu public, destinée à une interaction directe avec l'environnement et le commerce maritime. Cette dimension fonctionnelle enrichit l'interprétation de sa portée symbolique, confirmant son rôle central dans la vie quotidienne de Rhodes. Son influence dépasse les frontières de la Grèce antique, s'étendant à d'autres cultures méditerranéennes qui adoptèrent des idées similaires autour de figures géantes protectrices. Cette diffusion culturelle atteste de la puissance symbolique de cette merveille, aujourd'hui disparue physiquement mais vivante dans l'héritage historique. L'analyse approfondie du colosse permet de mieux comprendre les mécanismes par lesquels les sociétés antiques transformaient l'art en outil de communication politique et religieuse. Le choix des matériaux, leur provenance, la localisation stratégique témoignent d'intentions claires qui transcendaient la simple beauté. Enfin, les récits anciens qui entourent la chute et les restes du colosse continuent d'alimenter l'étude des légendes et des mythes associés. Ces témoignages participent à la construction d'une mémoire collective, fondée sur la reconnaissance de réalisations hors du commun et leur fragilité intrinsèque face au temps. Il est aussi pertinent de noter que les avancées archéologiques récentes ont tenté d'identifier les vestiges potentiels liés au colosse,
bien que sa localisation précise reste sujet à débat. Ces recherches illustrent l'intérêt constant que suscite cette figure monumentale à la croisée de l'histoire et de la science. L'existence du colosse souligne également l'importance du patrimoine culturel immatériel, à travers les traditions et les récits transmis depuis l'Antiquité. Ce patrimoine reflète non seulement les exploits passés, mais aussi la place du monument dans l'imaginaire collectif à travers les siècles. Cette réflexion sur le colosse invite à considérer les merveilles antiques non seulement comme des objets d'art, mais comme des témoins vivants de l'histoire humaine, porteurs de messages et de valeurs universelles. Ces œuvres restent des sources d'inspiration et d'études, reliant le passé au présent. Les traces laissées par cette statue géante continuent d'alimenter la compréhension des enjeux culturels et politiques de l'époque hellénistique. Elles démontrent comment l'architecture monumentale participait activement à la construction d'une identité forte et reconnue régionalement. Ainsi, ce monument fascinant est plus qu'un symbole perdu. Il est le reflet d'une volonté humaine de grandeur, d'un art au service de la société et d'une foi dans la puissance divine. Ce sont ces éléments qui en font une merveille inoubliable parmi celles qui, aujourd'hui disparues, ont marqué l'histoire du monde. En observant l'évolution des connaissances sur le colosse, on mesure les progrès dans la compréhension des techniques anciennes et des valeurs symboliques. Cette évolution révèle aussi la nécessité de conserver et d'étudier les traces du passé pour mieux appréhender les sociétés d'hier. Progressivement, l'héritage de ce géant solaire s'inscrit dans une continuité historique qui alimente des réflexions sur le rapport entre l'humain, l'art et la nature. Il reste un point de référence incontournable pour qui s'intéresse aux grandes œuvres de l'Antiquité et à leur portée dans notre monde. Cette exploration complète du colosse prépare ainsi le terrain pour aborder le dernier des 7 spectacles de l'Antiquité, où la grandeur humaine s'exprime encore sous une forme différente, avec ses propres significations et destinées. Le phare d'Alexandrie. L'édification du phare remonte à l'époque hellénistique, précisément sous le règne de Ptolémée Ier, qui chercha à asseoir la grandeur d'Alexandrie par le biais d'ouvrages remarquables. Le chantier, débuté au cours du IIIe siècle avant notre ère, dura plusieurs décennies, mobilisant une expertise technique et architecturale sans précédent. Les architectes Sostratos de Cnide et peut-être Dinocrate de Rhodes sont traditionnellement crédités de sa conception, bien que les sources historiques restent parfois vagues à ce sujet. Cette construction, pensée pour être visible de très loin, faisait usage de matériaux solides tels que le calcaire taillé et le granit, une combinaison studieuse assurant à la structure une robustesse notable face aux intempéries marines. Le phare atteignait une hauteur impressionnante, estimée entre 120 et 150 mètres, ce qui en faisait l'une des plus hautes constructions du monde antique. Sa silhouette élancée reposait sur une base solide, de plan carré, sur laquelle s'élevait une tour octogonale, culminant finalement en une chambre circulaire destinée à abriter la source lumineuse. Cette organisation structurelle n'était pas qu'une habileté esthétique, mais un choix réfléchi destiné à optimiser la portée visuelle de la lumière que le phare diffusait chaque nuit. Concernant les technologies d'éclairage, ce phare était un prodige pour son temps. Il fonctionnait grâce à un immense feu alimenté par du bois et des résines, surmonté d'un miroir en bronze poli, vraisemblablement une sorte de miroir parabolique qui permettait de diriger un faisceau lumineux puissant vers l'horizon maritime. Ces dispositifs innovants offraient une visibilité remarquable, permettant aux navires de localiser le port d'Alexandrie même par nuit sombre ou conditions météorologiques défavorables. Ce point lumineux était donc non seulement un repère sûr, mais aussi un signal de protection contre les naufrages fréquents dans ce bassin de navigation intense. Au-delà de son rôle fonctionnel, le phare incarnait également un symbole politique et culturel fort. Il personnifiait la puissance du royaume lagide, la maîtrise des techniques et la prospérité d'une cité qui recevait les marchands et les voyageurs du monde entier. Avec son imposant éclairage visible sur une distance considérable,
Il servait de marqueur prestigieux et unique, renforçant l'image d'Alexandrie en tant que centre intellectuel et commercial. Par ailleurs, la structure témoigne d'une fusion harmonieuse entre architecture monumentale et art technique, ce qui lui conférait une vraie valeur artistique. Le phare joua également un rôle stratégique dans la défense maritime. Situé à l'entrée du port, il aidait à coordonner les mouvements des flottes et à surveiller les approches ennemies. Cette fonction militaire ne pouvait être négligée à une époque où la Méditerranée était le théâtre de nombreuses rivalités entre royaumes. Le phare assurait donc à la fois une sécurité pratique pour le commerce et un contrôle renforcé des accès maritimes, contribuant ainsi à la stabilité politique de la région. Malheureusement, malgré cette importance indiscutable, le phare d'Alexandrie ne survécut pas aux aléas du temps. Plusieurs séismes puissants, notamment ceux des 4e et 14e siècles, endommagèrent considérablement la structure. Les tentatives de réparation furent limitées, et la structure s'éteignit progressivement de la mémoire physique du paysage, bien que son image et ses récits hantent la tradition historique et littéraire jusqu'à nos jours. Ce phénomène de disparition a renforcé le caractère mythique du phare, transformé en un symbole de ce que l'humanité peut bâtir, mais aussi perdre. Les vestiges archéologiques trouvés au large de l'île de Pharos témoignent aujourd'hui d'une base fragmentaire ainsi que d'éléments décoratifs, confirmant l'existence et la grandeur de ce monument. Ajoutés aux témoignages de voyageurs antiques et aux descriptions gravées, ces vestiges permettent de reconstituer en partie son apparence et son fonctionnement. Ainsi, la science moderne, alliée à l'étude historique, continue d'éclairer le rôle primordial du phare dans le développement des civilisations méditerranéennes. En somme, le phare d'Alexandrie fut bien plus qu'un simple édifice technique. Il représenta une convergence d'innovation architecturale, d'ambition politique et de nécessité maritime. Sa disparition constitue un rappel de l'impermanence des grandes réalisations humaines, tout en illustrant la force durable de l'idée au-delà des pierres. Avant de poursuivre notre exploration des merveilles antiques, il importe de considérer cette construction comme un jalon essentiel entre le monde ancien et celui que nous forgeons aujourd'hui, où la lumière continue d'éclairer les chemins, même les plus reculés, contexte historique commun. Les 7 merveilles du monde antique représentent un ensemble d'œuvres monumentales, chacune émergeant dans des contextes politiques, culturels et géographiques particuliers, tout en partageant des caractéristiques communes qui éclairent leur place dans l'histoire des civilisations antiques. Ces constructions, bien plus que de simples illustrations de prouesses techniques, furent des symboles puissants de la grandeur et de l'ambition des sociétés qui les ont érigées. Elles témoignent d'une volonté collective de célébrer le pouvoir, la foi ou l'ingéniosité, inscrivant ces œuvres dans le tissu même de leur culture respective. Dans toutes les régions concernées, on observe d'abord une forte centralisation du pouvoir. Que ce soit dans les cités grecques, en Égypte, en Mésopotamie ou en Lydie, l'existence de monarques ou de dirigeants capables de mobiliser d'importantes ressources humaines et matérielles fut un facteur déterminant pour la réalisation de ces projets titanesques. La construction d'une merveille impliquait non seulement des compétences architecturales avancées, mais aussi une organisation sociale rigoureuse, où l'autorité monarchique ou religieuse coordonnait les artisans, les esclaves et les fournisseurs de matériaux sur de longues périodes. Par ailleurs, ces merveilles ont souvent servi de centre symbolique ou rituel, ancrés dans des traditions religieuses ou cultuelles fortes. Par exemple, le temple d'Artémis à Éphèse n'était pas seulement un lieu de culte, mais également un centre économique et social. Chaque merveille, à sa manière, incarnait une relation étroite entre l'homme et le divin, reflétant les croyances fondamentales de leur époque. Elle manifestait la puissance des dieux ou l'éternité des souverains, établissant un lien tangible entre les mondes profanes et sacrés. En outre, la localisation géographique de ces constructions renvoie à des lieux stratégiques, que ce soit près de ports importants, sur des sites commerciaux ou des carrefours culturels. Chaque merveille profitait d'une position favorable
facilitant échanges et contacts entre peuples. Cette situation géographique particulière a contribué à leur rayonnement et à la diffusion des idées artistiques, religieuses et architecturales à travers différentes régions, renforçant ainsi leur statut d'icône universelle pour l'époque. Du point de vue technique, la construction de ces sites a nécessité une parfaite maîtrise des matériaux disponibles localement et des techniques de construction spécialisées. La pyramide de Khéops, par exemple, fut construite en utilisant des blocs de calcaire extraits à proximité et en mobilisant une main-d'œuvre nombreuse, organisée selon un savoir-faire qui se transmet encore difficilement. Cette précision dans le travail permit une durabilité remarquable, ainsi qu'une reconnaissance qui dépasse le simple aspect fonctionnel pour atteindre une dimension symbolique et esthétique. Chacune des 7 merveilles a également été marquée par des interactions avec les civilisations avoisinantes, témoignant d'un échange culturel intense. L'intégration d'éléments stylistiques ou symboliques d'autres cultures dans les constructions révèle l'existence d'un monde antique interconnecté, où, malgré les conflits, les idées circulaient librement. Ces échanges enrichissaient la conception même des merveilles, faisant d'elles des monuments hybrides qui reflètent la complexité des relations interculturelles de leur temps. La dimension temporelle doit aussi être prise en compte, puisque ces structures sont le résultat d'étapes évolutives dans l'histoire de leur peuple. Elles ne surgissent pas comme des événements isolés, mais sont intégrées dans des dynamiques historiques plus larges, témoignant d'évolutions politiques, économiques et sociales sur plusieurs générations, souvent en réponse à des besoins de légitimation du pouvoir ou d'affirmation identitaire face à des menaces externes. Enfin, l'étude des raisons de la disparition progressive de ces merveilles intervient comme un élément révélateur de leur fragilité malgré la solidité apparente. Les causes sont diverses. Destruction causée par des catastrophes naturelles, négligence humaine, conflits armés ou simples transformations urbaines ont conduit à leur perte. Cette disparition a renforcé leur aura mythique, transformant ces constructions en symboles d'un passé glorieux et inaccessible. Que l'on considère la magnificence des jardins suspendus de Babylone, dont l'existence même reste source de débat, ou l'imposante statue de Zeus à Olympie, il apparaît clairement que chacune de ces œuvres est issue d'un contexte partagé, marqué par une ambition collective de dépassement. Les civilisations impliquées soumettaient ainsi leur réalisation à un idéal de grandeur inscrivant leur nom dans l'éternité, malgré le passage inévitable du temps qui les a rendus invisibles aujourd'hui. Les similitudes dans les objectifs poursuivis à travers ces œuvres permettent de mieux comprendre leur nature symbolique. Elles n'étaient pas uniquement destinées à impressionner par leur dimension physique, mais, bien au-delà, à définir une identité culturelle, à renforcer la cohésion sociale et à asseoir une domination politique. C'est ce multiple rôle qui explique leur inscription dans des lieux clés et leur investissement par les pouvoirs en place face aux enjeux géopolitiques. Le fait que ces merveilles aient été toutes situées dans des zones relativement proches en Méditerranée et au Proche-Orient témoigne d'un carrefour ancien d'échanges prodigieux. Ces régions constituaient un espace de brassage intense où les influences artistiques et techniques s'échangeaient, nourrissant ainsi des traditions de savoir-faire qui se sont transmises au fil des siècles et qui ont, pour certaines, servi de base à des réalisations ultérieures autant dans le domaine architectural que dans celui de l'art. L'impact durable de ces échanges sur les cultures successives a été fondamental pour l'évolution du patrimoine mondial. En résumé, l'analyse des contextes historiques communs aux 7 merveilles révèle une trame tissée autour des besoins de pouvoir, de spiritualité, d'échange et d'identité culturelle. Ces constructions exprimaient une volonté collective et organisée de dépasser les limites ordinaires de leur temps, s'inscrivant dans une volonté durable de mémoire et d'affirmation. Leur existence, même momentanée, a modelé l'héritage culturel des civilisations antiques et a par la suite inspiré des générations à travers les âges. Alors que ces titans architecturaux ont disparu, il demeure essentiel de conserver le souvenir des conditions qui les ont rendus possibles.
car ils illustrent la force de l'ambition humaine mêlée à la créativité dans des cadres politiques et sociaux complexes. Ces merveilles, au-delà de leur destruction, continuent ainsi d'évoquer le passé glorieux des civilisations qui ont voulu marquer l'histoire de leur empreinte. Dans la continuité de cette réflexion, il convient désormais d'aborder les différentes formes que prennent les vestiges de ces merveilles, ainsi que les techniques archéologiques employées pour en reconstituer l'image, ouvrant la voie à une compréhension plus profonde de leur place réelle dans le passé. L'influence durable des merveilles. Les pyramides de Gizeh représentent un point de départ majeur dans cette transmission. Leur conception précise, basée sur des calculs astronomiques et une connaissance poussée de l'ingénierie, a inspiré la construction de nombreux monuments funéraires et bâtiments symboliques. Leur silhouette imposante est devenue un archétype dans l'étude des formes monumentales, influençant même des bâtisseurs lointains qui ne les avaient jamais vus, mais qui percevaient leur sens profond de permanence et de pouvoir. La fascination pour ces pyramides a aussi conduit à des recherches constantes sur les méthodes de construction des anciens Égyptiens, source de débats et découvertes scientifiques. La statue de Zeus à Olympie, œuvre de Phidias, est un exemple remarquable de la manière dont l'art antique pouvait incarner à la fois divinité et pouvoir politique. Sa représentation colossale offrait une vision idéale du divin, mêlant proportions harmonieuses et matériaux précieux. Pour les artistes et les sculpteurs des siècles suivants, ce type de représentation a posé les bases de la monumentalité dans la sculpture, soulignant l'importance de la relation entre l'art et la croyance. Son influence se retrouve dans les sculptures classiques grecques des époques ultérieures, et même dans certaines œuvres religieuses du Moyen Âge, où la grandeur divine devait être illustrée par des figures impressionnantes. Le temple d'Artémis à Éphèse, avec son élégance et sa richesse ornementale, est un autre exemple emblématique. Construit à plusieurs reprises au fil des incendies et destructions, il symbolisait la persévérance d'une communauté autour de leur déesse tutélaire. Ce temple a souvent été pris comme modèle dans des études d'architecture, en particulier pour ses colonnes ioniques et son plan sophistiqué. Son souvenir nourrit encore aujourd'hui des discussions sur l'innovation architecturale et l'intégration des besoins religieux avec une esthétique raffinée. Il a aussi joué un rôle clé dans la diffusion des styles ioniques à travers la Méditerranée orientale. Le mausolée d'Halicarnasse introduit une forme de tombeau à l'échelle grandiose et intégrée à un paysage. La combinaison d'éléments sculpturaux et architecturaux démontre une avancée dans le traitement des monuments funéraires, en insistant sur la mémoire individuelle et la célébration familiale. Cette construction a influencé les styles funéraires ultérieurs, à la fois dans l'architecture romaine et dans la Renaissance, où la notion de sépulture prestigieuse a pris de nouvelles dimensions artistiques. Elle met aussi en lumière la manière dont la mort pouvait être sublimée à travers un ensemble travaillé, témoignant d'une volonté de perpétuation dans le temps. Le colosse de Rhodes, en dépit de son existence brève, a exercé une empreinte durable dans la symbolique des images de protection et de puissance relatives aux cités grecques. Sa pose audacieuse, tenant un flambeau dans une posture de vigilance, a inspiré non seulement des représentations artistiques, mais aussi des symboles modernes liés à la liberté et à la lumière. Bien que détruit par un tremblement de terre, il reste une icône évoquant la capacité humaine à ériger des signes visibles d'identité politique et culturelle. Des esprits créatifs y voient également les prémices des statues monumentales modernes célébrant le génie collectif. Le phare d'Alexandrie, en tant qu'outil à la fois fonctionnel et monumental, a transformé la manière dont les infrastructures contribuaient à la sécurité et à la puissance maritime. Il faisait partie intégrante du développement urbain et commercial de la cité grecque fondée en Égypte. Sa silhouette, visible de très loin, marquait non seulement le port, mais aussi une avancée technique dans l'éclairage et la signalisation. Ce phare a servi de référence pour de nombreuses constructions ultérieures et symbolise l'alliance entre utilité pratique et esthétique architecturale. Un concept repris dans les édifices publics dans les siècles qui suivirent.
Enfin, les jardins suspendus de Babylone, bien que leur existence ait été largement débattue, représentent une idée novatrice dans l'intégration de la nature à l'environnement urbain. S'ils ont bien existé, ils reflètent une volonté exceptionnelle de faire coexister architecture et espace vert dans un espace clos. Leur réputation a influencé de nombreux jardins et aménagements urbains à travers l'histoire, inspirant des visions du paradis terrestre et des lieux de refuge au sein des villes. Cette notion a pénétré la culture occidentale, donnant naissance notamment à des conceptions de jardins intégrés dans l'habitat et des espaces publics végétalisés. Chaque merveille a ainsi contribué, par son existence ou son mythe, à forger une part importante du patrimoine intellectuel et artistique. Leurs histoires continuent à être partagées non seulement à travers des récits historiques, mais aussi via des représentations artistiques, des reconstructions virtuelles et des études comparatives, confirmant leur rôle central dans la mémoire. Humaine, cette transmission perpétuelle permet de garder vivant un souvenir collectif, un lien avec les origines des civilisations antiques et une réflexion sur la destinée des œuvres monumentales. Au cours des siècles, ces figures architecturales ont aussi suscité une réflexion sur la fragilité des constructions humaines face au temps et aux aléas naturels. Elles incarnent des leçons précieuses sur la manière dont les sociétés valorisent et protègent leur héritage culturel. Les destructions répétées dont elles ont été victimes en témoignent, de même que les efforts contemporains pour conserver ou reconstituer ces traces. Cette tension entre permanence et vulnérabilité a modelé une conscience nouvelle du patrimoine, influençant des champs variés comme la conservation, la restauration et l'archéologie. L'influence des 7 merveilles sur les mouvements artistiques est également manifeste. Les artistes de la Renaissance ont redécouvert les proportions classiques et les formes idéales à travers l'étude de ces monuments. Nombre de traités d'architecture y puisent leurs exemples, contribuant à une redéfinition des canons esthétiques. De même, à l'époque moderne, leur image continue d'inspirer des créateurs qui intègrent des éléments de ces modèles dans des œuvres contemporaines. Parfois sous forme de références directes, parfois sous forme d'allusions plus subtiles. L'empreinte culturelle ne se limite pas à l'art et à l'architecture. Elle inclut aussi la littérature, la philosophie et l'éducation. Les merveilles anciennes ont souvent été évoquées dans des textes philosophiques, symbolisant des idéaux d'harmonie, de beauté et de transcendance. Leur étude fait partie intégrante de l'apprentissage des civilisations classiques, offrant un socle de connaissances sur l'histoire, la technologie et les croyances. Elles servent aussi de point de repère pour comprendre les évolutions du goût et des valeurs esthétiques depuis l'Antiquité. Il est également pertinent d'évoquer leur rôle dans la construction des identités culturelles régionales. Chaque merveille reflète une époque, un lieu et une communauté spécifique, renforçant ainsi le sentiment d'appartenance à une tradition. Leur souvenir est célébré à travers des fêtes, des monuments commémoratifs et des expositions, participant à la valorisation du patrimoine local et national. Cette dynamique montre comment ces chefs-d'œuvre s'insèrent durablement dans la narration collective des peuples concernés. La fascination qu'exercent ces merveilles obéit aussi à une dimension universelle. Elles incarnent des aspirations humaines fondamentales à la grandeur et au dépassement de soi. Concepts qui traversent les cultures et les époques. Leur rayonnement va bien au-delà des frontières de leur origine, venant nourrir un imaginaire partagé sur la beauté, la réussite et le lien entre l'humain et le divin. Cette universalité contribue à continuer d'attirer chercheurs, historiens, artistes et passionnés, toujours curieux de comprendre et de préserver ce legs exceptionnel. Dans le domaine de la recherche archéologique, ces merveilles ont motivé d'innombrables fouilles et études approfondies. L'attention portée à leurs vestiges a permis d'avancer considérablement dans la connaissance des techniques anciennes, des modes de vie et des sociétés dans lesquelles elles ont été construites. Ces découvertes participent non seulement à confirmer certains récits historiques, mais aussi à en enrichir d'autres, apportant une vision plus complète et nuancée du passé. Elles stimulent par ailleurs l'innovation dans les méthodes d'analyse et de conservation. L'impact des 7 merveilles
se fait aussi sentir dans le tourisme culturel, qui valorise la rencontre avec le patrimoine ancien. Qu'il s'agisse de lieux réels ou de sites associés à ces monuments, ils s'inscrivent dans des itinéraires cherchant à faire revivre et transmettre une expérience historique. Ce secteur favorise ainsi une économie durable, liée à la conservation du patrimoine et à la transmission des savoirs. Il facilite en outre l'échange interculturel, mettant en lumière des traditions communes malgré des contextes géographiques distants. Dans la sphère éducative, l'enseignement des 7 merveilles constitue un moyen d'initier à la fois à l'histoire et à l'art. Leur étude invite à développer des compétences d'observation, d'analyse critique et d'appréciation esthétique. Elle offre aussi l'occasion d'aborder des questions complexes telles que les relations entre pouvoir, religion et société, ainsi que l'évolution des techniques. Cette approche interdisciplinaire renforce la compréhension globale des civilisations antiques, préparant à un regard éclairé sur le monde contemporain. Certains aspects mythiques liés aux 7 merveilles contribuent également à leur aura. La transmission orale et écrite des récits anciens a entremêlé faits et légendes, créant une richesse narrative qui alimente l'intérêt continu. Ces récits, tout en étant analysés avec rigueur, participent à la construction d'un patrimoine immatériel autour des monuments. Ils illustrent comment les sociétés humaines ont perçu et interprété ces édifices, reflétant leurs valeurs et leurs croyances à travers le temps. Dans un contexte plus large, ces monuments sont aussi le reflet des échanges culturels et économiques dans l'Antiquité. Leur construction a souvent impliqué des savoir-faire venant de différentes régions, montrant l'interconnexion des civilisations méditerranéennes. Cette dimension souligne la complexité et la richesse des interactions humaines dans le passé, qui ont permis l'émergence de réalisations exceptionnelles. Elle invite aujourd'hui à poursuivre l'étude de ces réseaux pour mieux comprendre les dynamiques historiques globales. Il est important de remarquer enfin que la conservation de leur mémoire a évolué grâce aux avancées technologiques. Les reconstitutions en 3 dimensions, la réalité virtuelle et les bases de données numériques offrent de nouveaux moyens d'appréhender ces merveilles disparues. Elles permettent une expérience immersive, renforçant l'intérêt et la sensibilisation du public. Ces outils contribuent à faire revivre un passé lointain de manière accessible, facilitant la transmission intergénérationnelle du savoir. Loin d'être de simples vestiges, les 7 merveilles se révèlent ainsi être un patrimoine vivant, dynamique et en évolution constante. Leur héritage se manifeste dans l'art, la science, la culture et la mémoire collective, rappelant la capacité humaine à créer des œuvres marquantes malgré le temps qui passe. Elles invitent à une réflexion continue sur la manière dont les civilisations anciennes ont façonné notre monde, offrant des enseignements précieux pour imaginer l'avenir. Ce lien entre passé et futur prépare le terrain pour la suite de cette exploration historique, où d'autres grands témoignages de l'humanité seront dévoilés, causes des disparitions et héritages. Les merveilles du monde antique ont toujours fasciné par leur grandeur et leur mystère. Pourtant, chacune d'elles a disparu, victime de causes qui mêlent forces naturelles et actions humaines. Comprendre ces raisons permet non seulement d'apprécier la fragilité des patrimoines, mais aussi d'évaluer les efforts engagés pour leur préservation et redécouverte. L'étude de ces causes révèle autant sur les sociétés qui les ont bâties que sur les défis du temps et de l'environnement. La statue colossale de Rhodes, autrefois illuminant le port, a succombé à un tremblement de terre majeur. Ce phénomène naturel montre combien même les constructions les plus solides sont vulnérables aux mouvements tectoniques. Les matériaux utilisés, principalement le bronze et le fer, se sont effondrés sous la violence du séisme. Ce désastre a marqué la fin du monument, laissant derrière lui les ruines dispersées que l'on a longtemps cru perdues à jamais. Le phare d'Alexandrie, symbole d'ingénierie avancée, n'a pas résisté aux répétitions de tremblements de terre au fil des siècles. Gravement endommagé, il fut finalement abandonné. Par ailleurs, l'élévation du niveau de la mer et les modifications des côtes autour d'Alexandrie ont compliqué sa conservation.
L'histoire de ce phare illustre combien les infrastructures humaines doivent également faire face aux changements géographiques naturels qui ne cessent de remodeler les lieux côtiers. Le mausolée d'Halicarnasse, édifice funéraire d'une grande splendeur, a été victime à la fois de séismes et de pillages. Alors que les tremblements de terre fragilisaient la structure, les raids successifs par des envahisseurs ont aggravé sa dégradation. De plus, certains matériaux nobles furent démontés pour être réutilisés dans d'autres constructions, phénomène courant dans l'Antiquité. Cette pratique a contribué à la dispersion physique de l'édifice et à la perte progressive de son intégrité. Les jardins suspendus de Babylone, bien que leur existence réelle soit encore débattue, auraient même pu être menacés par des problèmes liés à l'entretien de leur système hydraulique. L'ingénierie nécessaire pour maintenir une irrigation constante aurait exigé un approvisionnement en eau stable, difficile à assurer durablement. Les variations climatiques et les changements dans l'usage des terres auraient pu compromettre leur survie, montrant ainsi la dépendance des œuvres humaines aux conditions environnementales. La pyramide de Khéops en Égypte est singulièrement parvenue jusqu'à nous, notamment grâce à l'adaptation constante de sa préservation. Cependant, même elle a connu des aléas dus à l'érosion provoquée par le vent et le sable. Au cours des millénaires, ces phénomènes naturels ont dégradé les surfaces externes et exposé les matériaux internes. Plus récemment, des interventions humaines, tant pour la protection que pour la visite touristique, ont demandé un équilibre complexe pour éviter la détérioration supplémentaire. Le temple d'Artémis à Éphèse a été victime d'incendies volontaires, un choix délibéré lié à des conflits religieux ou politiques. Ces actions humaines ont directement contribué à la destruction d'une construction jusque-là admirée pour sa magnificence. L'incendie a dévasté le bois et d'autres matériaux combustibles, rendant la restauration difficile. Les témoignages historiques de tels événements offrent un aperçu des tensions et violences qui ont affecté le patrimoine ancien. La statue de Zeus à Olympie, chef-d'œuvre de la sculpture grecque, semble avoir été détruite par un incendie ou lors des invasions successives en provenance de l'Est. Son emplacement a été affecté par des guerres et des reconversions religieuses, notamment après la christianisation de la région. Le manque de conservation expliquait déjà une fragilité accrue. Ce cas illustre l'impact des transformations culturelles dans la disparition des monuments, quand une époque efface ou remplace les symboles de la précédente. L'analyse globalisée de ces disparitions montre une interaction constante entre la nature et l'homme. Les tremblements de terre ou le climat ne sont pas des facteurs isolés, mais souvent liés aux interventions humaines qui peuvent accélérer ou freiner la dégradation. Par exemple, la déforestation environnante, le changement des systèmes hydrauliques ou la négligence ont tous joué un rôle dans la vulnérabilité des structures. La compréhension de ces mécanismes est essentielle pour concevoir des stratégies modernes de conservation. Dans les dernières décennies, les progrès archéologiques ont permis de localiser des vestiges et de mieux reconstruire la mémoire de ces merveilles. Les déplacements de matériaux, les structures détruites partiellement ou les descriptions anciennes ont été utilisés pour reconstituer des modèles virtuels. Ces recherches ne se limitent pas seulement à l'étude technique, mais englobent aussi les contextes historiques et sociaux qui ont façonné ces édifices. Le travail des archéologues renouvelle ainsi l'intérêt et la connaissance scientifique. Par ailleurs, les programmes de sauvegarde actuels prennent en compte les menaces environnementales actuelles, telles que la pollution, l'urbanisation et le changement climatique. Par exemple, dans certaines régions, les couches de sel accumulées par les poussières marines détériorent les pierres des ruines, une agressivité nouvelle liée aux activités humaines. La coopération internationale est devenue un pilier essentiel pour financer, protéger et valoriser des sites qui sont des patrimoines universels. Il convient aussi de mentionner l'importance des musées et des expositions pour la protection indirecte de ces trésors. En rassemblant objets, fragments et documents, ils contribuent à la transmission culturelle. Les créations artistiques ou scientifiques inspirées des descriptions anciennes participent à maintenir vivante la mémoire des œuvres perdues.
Leur rôle éducatif rejoint les efforts sur le terrain pour éviter que le souvenir des merveilles disparues ne s'efface entièrement. En somme, la disparition des 7 merveilles du monde antique résulte d'une conjonction de facteurs complexes. Les forces naturelles, notamment les séismes et les incendies, ont joué un rôle décisif. Simultanément, les actions humaines, que ce soit les conflits, les pillages ou les changements culturels, ont accéléré leur disparition. Aujourd'hui, les efforts conjoints des chercheurs, conservateurs et institutions tentent de préserver ce qui reste et de comprendre les leçons de ces disparitions pour l'avenir. Cette réflexion conduit naturellement à examiner les traces tangibles et immatérielles laissées par ces constructions, ainsi que leur influence sur les civilisations ultérieures. Ce sera l'objet de la dernière partie où s'évoquera l'héritage durable des 7 merveilles en se penchant sur leur impact culturel et symbolique à travers les âges. Conclusion sur la mémoire des merveilles. Les 7 merveilles du monde antique représentent une collection unique de réalisations humaines exceptionnelles, témoignant du génie créatif et de la capacité d'ingéniosité dans l'Antiquité. Ces monuments, bien que pour la plupart disparus aujourd'hui, ont conservé une aura particulière à travers les âges, inspirant admiration et étude. Il est essentiel d'examiner la mémoire qui leur est associée, car elle révèle autant sur les civilisations qui les ont érigées que sur celles qui les ont étudiées, interprétées et racontées. Leur fonction initiale reflétait souvent des aspirations spirituelles, politiques ou culturelles, caractérisant les sociétés qui les ont bâties. La grande pyramide de Khéops, par exemple, située en Égypte, est la seule merveille encore visible, et elle illustre à la fois l'ingéniosité architecturale et la complexité des croyances funéraires égyptiennes. Le fait que ce monument ait traversé les millénaires, surpassant les autres en longévité, témoigne de la stabilité et de la puissance de l'empire égyptien à son apogée. Les jardins suspendus de Babylone, bien que leur existence précise fasse encore débat parmi les historiens, symbolisent l'art d'adapter le paysage aux nécessités humaines dans un environnement difficile. Cette possibilité d'harmoniser nature et construction offre un aperçu précieux des ambitions royales et des innovations techniques de l'époque mésopotamienne. Leur évocation continue de stimuler l'imagination à propos des capacités humaines à transformer leur environnement. La statue de Zeus à Olympie, conçue par Phidias, présente un exemple frappant de la fusion entre art religieux et maîtrise technique. Elle représente non seulement la divinité principale du panthéon grec, mais aussi l'apogée de l'art sculptural classique. Faisant face à la destruction, elle reste dans les mémoires grâce à des descriptions antiques qui transmettent l'importance symbolique et la majesté de cette œuvre, ainsi que sa fonction dans le contexte des Jeux olympiques d'origine. Le temple d'Artémis à Éphèse est un autre exemple significatif, combinant dimensions religieuses et esthétiques architecturales. Sa réalisation reflète le culte rendu à la déesse ainsi que la richesse des cités grecques en Asie mineure. Sa disparition due à plusieurs destructions successives rappelle la fragilité des œuvres humaines face aux aléas des conflits et du temps. Pourtant, les descriptions permises par les fouilles archéologiques et les sources anciennes maintiennent la connaissance de son existence. Le mausolée d'Halicarnasse, funérarium remarquable pour son époque, illustre une autre forme d'expression monumentale liée au souvenir des puissants. Les sculptures qui l'ornaient, fièrement documentées, contribuent à comprendre les pratiques commémoratives et artistiques d'Anatolie dans l'Antiquité tardive. Sa destruction progressive témoigne des métamorphoses culturelles et politiques successives dans la région. Le colosse de Rhodes, statue gigantesque dédiée au dieu Hélios, atteste de la capacité technique, mais aussi des ambitions politiques d'une cité insulaire prospère. Malgré son existence relativement brève, il a marqué durablement l'imaginaire collectif, incarnant la puissance défensive et commerciale de Rhodes avant sa chute lors d'un tremblement de terre. Son souvenir est entretenu par les récits de voyageurs et historiens antiques. Le phare d'Alexandrie, conçu pour guider les marins dans l'un des plus grands ports de l'Antiquité, représente une prouesse d'ingénierie
et l'importance de la navigation pour le commerce et l'expansion. Sa structure, qui a atteint une ampleur impressionnante pour son époque, disparaît progressivement au cours des siècles, mais ses influences sont visibles dans les architectures portuaires ultérieures. Ces 7 merveilles, bien qu'ayant évolué à travers les siècles sous la forme de ruines, descriptions et images, symbolisent des idéaux universels. Ils témoignent du désir humain de laisser une trace durable, d'exprimer des valeurs culturelles fortes et de repousser les limites techniques et artistiques. Leur souvenir nourrit aujourd'hui encore une réflexion sur la relation entre l'homme et son environnement, les notions de beauté, de pouvoir et de mémoire historique. En observant ces monuments dans leur globalité, on perçoit une diversité culturelle et géographique significative, montrant les échanges entre peuples anciens et l'étendue des influences artistiques et techniques. Leur étude contribue à comprendre la complexité des sociétés antiques et leur capacité d'organisation à grande échelle. Elle offre également un rappel sur la fragilité des constructions humaines face aux aléas naturels et historiques. La mémoire des 7 merveilles est ainsi un enjeu collectif qui dépasse la simple curiosité artistique ou archéologique. Elle invite à une immersion dans les dynamiques humaines des civilisations anciennes et à une prise de conscience de leur rapport à l'héritage mondial. Chacune, par son histoire et ses caractéristiques propres, interpelle sur la diversité des moyens par lesquels l'humanité célèbre ses réussites. Les efforts contemporains de reconstruction virtuelle, de recherche archéologique et de médiation culturelle renforcent cette mémoire, permettant à de nouvelles générations d'accéder à ces patrimoines immatériels. Ces démarches illustrent la volonté de conserver un lien avec le passé et de valoriser des exemples de grands savoir-faire. Elles démontrent aussi que la fascination suscitée par ces merveilles demeure intacte, stimulant de nouvelles interrogations. L'importance symbolique des 7 merveilles transcende ainsi leur existence matérielle. Elles fonctionnent comme des marqueurs culturels, rappelant les idéaux d'excellence et les réalisations humaines d'un passé lointain, tout en nourrissant les processus de construction identitaire. Leur diffusion dans l'iconographie et la littérature est un témoignage de cette fonction mémorielle et éducative. La fascination qu'elles continuent d'exercer provient également de leur statut d'énigme, souvent incomplètement comprise ou disparue, ce qui stimule la curiosité scientifique et l'imagination. Cette caractéristique permet une diversité d'interprétations, enrichissant les approches historiques et archéologiques contemporaines tout en maintenant une dimension symbolique forte. Par ailleurs, la diversité des matériaux utilisés, des techniques employées et des contextes culturels offre une occasion unique d'étudier des civilisations variées à travers leurs expressions monumentales. Cela contribue à un dialogue interculturel, à une meilleure compréhension des échanges anciens et à la valorisation d'une histoire globale. Enfin, il est pertinent de considérer que ces merveilles ont inspiré, de manière directe ou indirecte, de nombreuses œuvres artistiques, constructions et imaginaires à travers les siècles. Cette influence témoigne de la permanence de certaines formes et idées dans la conscience collective, et de la manière dont l'héritage antique continue d'alimenter la création contemporaine. Ainsi, la conservation de la mémoire des 7 merveilles du monde antique ne se limite pas à un simple devoir historique. Elle participe à un processus dynamique qui relie passé et présent, enrichit la culture universelle et encourage une réflexion sur nos propres capacités créatives et sur la signification que nous attribuons à la grandeur humaine. Ce panorama invite à poursuivre l'étude approfondie de ces monuments, à préserver les vestiges existants et à développer des moyens pédagogiques adaptés pour transmettre leur histoire. Le défi actuel consiste à conjuguer rigueur scientifique et accessibilité afin de faire de ces merveilles des éléments vivants du patrimoine mondial. La compréhension de leur portée symbolique et éducative permet également d'envisager ces merveilles, non comme des reliques figées, mais comme des sources d'inspiration permanentes. Elles participent ainsi à un dialogue entre générations, illustrant ce que l'humanité a pu accomplir de remarquable et motivant les efforts futurs. C'est dans cet esprit
que s'achève cet exposé sur les 7 merveilles du monde antique. La suite de notre exploration continuera à s'intéresser à d'autres aspects de notre héritage culturel, tout en maintenant cette même attention à la précision et à la profondeur, pour nourrir une compréhension toujours renouvelée de notre histoire. Commune